Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler biathlon, on va faire le débrief de ce 20 km. On parlera également de la liste de départ pour le prochain relais mixte simple qui aura lieu demain. On regardera un peu les analytiques, mais vous allez voir qu'aujourd'hui les analytiques, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui ont bâché aujourd'hui sur cet individuel. Ça a été compliqué dans la tête. C'est le tir véritablement qui a eu une importance. Les skis, un petit peu moins, à part pour la victoire du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Et là, il va y en avoir beaucoup aujourd'hui. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent notamment. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. N'hésitez pas également à cliquer rapidement sur les notifications et sur les miniatures. On commence tout de suite avec ce 20 km. Le 20 km, une épreuve toujours compliquée, l'individuel. Alors chez les garçons, on rajoute encore 5 km, ce qui fait que c'est vraiment dur physiquement, même si grâce à la réalisation magnifique de ces championnats du monde, on n'a quasiment vu aucune partie de ski aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire la réalisation sur ces championnats du monde. Je ne sais pas s'ils ont engagé Anthony Forestier, le réalisateur du Tour de France, parce que je critique quand même très régulièrement la réalisation du Tour de France. Alors là, j'ai rarement vu une course de biathlon aussi mal filmée, je pense, depuis Sochi. Depuis les Jeux Olympiques. Mais à l'époque, il faut savoir que les Jeux Olympiques n'étaient pas réalisés par l'IBU. C'était réalisé par le CIO. Donc souvent, je me souviens, le sprint notamment avait été très mal réalisé du côté de Sochi. Mais ouais, je crois que depuis Sochi 2014, j'ai pas vu une course aussi mal filmée. Là, depuis le début de saison, c'est une catastrophe, la réalisation. Parce que l'écran splitté, il a disparu. C'est-à-dire, je montrais souvent aux fans de cyclisme la bonne utilisation de l'écran splitté du côté du biathlon. Bon, bah s'ils ont commencé à se mettre à regarder du biathlon cette année, je pense qu'ils ne l'ont pas vu. C'est une catastrophe. Mais je trouve que de toute manière, en termes de réalisation de compétition sportive, je trouve que c'est de plus en plus mal fait. Il y a peu de sports où je me dis « Ah bah tiens, là il y a eu une bonne idée de réalisation ». Souvent je trouve que c'est mal filmé. Notamment le foot. C'est vrai que la dernière fois j'ai vu des images d'un match de Ligue 1. Waouh, la Ligue 1 c'est dur aussi. Il y a beaucoup de sports, je trouve, aujourd'hui où les réalisateurs, je sais pas, ils veulent faire du Steven Spielberg en termes de réalisation. Maintenant, contentez-vous de faire simple. Faites pas joli, faites simple. Ensuite, vous ferez du joli. Mais essayez déjà de faire simple. Essayez déjà qu'on comprenne ce qui se passe à l'écran. Et qu'on rate rien. Et là, le problème, c'est qu'on rate quand même beaucoup de choses depuis le début de ces championnats du monde. La course de Giacomel, on la voit qu'à la fin quasiment. C'est quand même extraordinaire. Donc ouais, il y a eu un gros problème de réalisation, je trouve, aujourd'hui. Bon, on regarde le vainqueur du jour. Celui-là, on l'a vu. Éric Perrault. Nouveau champion du monde français. Éric Perrault. Temps de ski incroyable aujourd'hui. Alors certes, il y en a certains qui ont un peu bâché, mais et les Norvégiens avaient des skis, c'était compliqué. C'était pas des skis, c'était des raquettes, comme disait le commentateur de Eurosport, mais c'était un peu ça. Non, Eric a été très fort aujourd'hui. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires, ça va être le nouveau leader de l'équipe de France, et j'avais dit, c'est déjà le leader de l'équipe de France. Il fait déjà partie des leaders de l'équipe de France. C'est déjà un des tauliers. Par rapport à sa régularité. Je mettais en avant sa régularité. Mais là, aujourd'hui, il a fait une course fantastique. Le tir qu'il réalise est très intelligent d'abord, et c'est du tir engagé. Très intelligent d'abord parce qu'il a énormément cliqué sur ces deux tirs couchés. Je ne sais pas si vous avez vu le temps qu'il prend pour régler la mire. C'est énorme le temps qu'il a pris pour régler la mire. Parce que c'est vrai que beaucoup de coureurs ont raté. Aujourd'hui, ça n'était pas du très beau tir. Parce que le vent était assez instable. J'ai eu cette impression-là, qu'à des moments, le vent ne soufflait pas, à des moments, le vent soufflait parfois très fort. Et comme le vent était instable, c'est ça qui provoquait des difficultés, vu le nombre d'erreurs qu'on a vues aujourd'hui
au niveau du tir. Pas seulement du côté de l'équipe de France, du côté de la Norvège. Quasiment toutes les nations ont été touchées par ces problèmes de tir. Même les Allemands, qui pourtant sont un peu des spécialistes de l'individuel, se sont plantés. Donc c'était des conditions moins faciles que pour les filles. Et c'est vrai qu'Éric Perrault, regardez ses 2 tirs couchés, il prend pas mal de temps avant de balancer la première, mais ensuite derrière il enchaîne parce qu'il est en confiance. Certes, il rate une balle, heureusement ça ne lui a pas porté préjudice, mais quand tu regardes l'écart avec Jacomel, de toute manière, ça serait peut-être joué à pas grand chose entre les deux, hein, parce que Jacomel finit à 52, donc ça veut dire qu'il y aurait eu 8 secondes à l'avantage de Jacomel. Ouais, ça aurait peut-être été différent. Mais ça serait pas joué à grand chose quand même. Même avec un 20 sur 20 de Jacomel, il n'aurait pas fallu qu'il se repose sur ses lauriers, Jacomel, après le tir. Il avait une vitesse de déplacement aujourd'hui qui était dingue, c'est le meilleur temps. Alors encore une fois, c'est le meilleur temps de ski. Beaucoup ont bâché, mais ça reste quand même le meilleur temps de ski du côté d'Éric Perrault. Et puis une vitesse de tir qui a été excellente. Enfin, il a été excellent au tir, Eric, il n'y a vraiment pas eu de défaut aujourd'hui. Donc il était vraiment sur un super niveau aujourd'hui. Donc bravo, Éric Perrault, il peut être vraiment fier de sa course. Bravo à Éric Perrault, aussi j'ai oublié de préciser du côté d'Éric Perrault, c'est qu'il rentre donc dans la partie des champions du monde français, dans les nombreux champions du monde français désormais. Mais surtout, je pense que ça doit être l'un des plus jeunes champions du monde français de l'histoire. Peut-être avec Martin Fourcade, mais avec les premiers titres de Fourcade. Mais ça montre aussi sa précocité à Éric Perrault. Mais on savait le talent d'Éric. On l'a vu grandir, Éric Perrault, au tout début. Ce petit jeune qu'on nous disait hyper prometteur. Il était un peu timide, un peu... Et puis qui a su s'affirmer. Mais déjà, moi, ce qui m'avait impressionné la première fois que je l'avais entendu en interview, c'était sa maturité. Ça fait comme Violette d'Orange, par exemple, tous ces sportifs-là, que tu as l'impression que c'est des mecs qui sont hyper matures, quoi. Déjà presque en avance, comme Remco Evenepoel, ou Paul Sexas aussi, quand je l'ai entendu en interview, où tu te dis, ah oui, le mec a déjà la tête sur les épaules, c'est bien réfléchi, c'est pas mal. Et là, Éric Perrault, c'était dans cette trempe-là. Souvent, ça en fait quand même des bons concurrents. Bon, des fois, il y en a certains qui se ratent et qui se perdent quand même en cours de route. Et ce qui m'impressionne, voilà, du côté d'Éric Perrault, c'est cette maturité. Voilà, c'est un mec qui est dingue. Et j'avais dit une fois dans une des vidéos que ça devait pas être le mec le plus déconnant en soirée. Il s'est quand même rasé la tête, donc il y a peut-être un côté foufou quand même du côté d'Éric Perrault. Parce que j'avais dit, c'est peut-être pas le mec le plus foufou en soirée. Ah, c'est quand même raser la tête, Éric Perrault. C'est une nouvelle mode maintenant du côté du biathlon, de se raser la tête après une victoire. Allez, deuxième, Tommaso Giacomel. Le petit jeune italien, c'est pareil qu'Éric Perrault, Giacomel. On sait que c'est un coureur qui est hyper talentueux. Moi, je l'avais beaucoup critiqué en début de saison. Je critique pas que Justine Brezaz. Je l'avais beaucoup critiqué en début de saison de Giacomel parce que j'avais dit, il n'a pas le niveau de l'an dernier et il n'a pas les cannes, quoi. Il n'avait pas des temps de ski fantastiques et il en manquait sur le tir, mais il en manquait aussi un petit peu sur les skis. J'avais dit, bon, voilà, il va falloir réussir à tout mettre en place. Ça s'est vraiment joué à Antols. Parce que j'ai pas l'impression à Ruhpolding, par exemple, qu'il y avait du mieux par rapport à Oberhof, par rapport à Annecy-les-Grands-Bornand. Pour moi, ça s'est vraiment joué à Antols. Cette victoire lui a fait le plus grand bien sur la Mastart. Et en plus, elle arrive pile au bon moment. C'est vrai qu'elle arrive juste avant les championnats du monde. Donc il part à l'entraînement forcément avec beaucoup de confiance. Sur ces championnats du monde, c'était quand même mieux. Même s'il y avait toujours des petites erreurs au tir, mais c'était quand même mieux, notamment au niveau des skis. Et puis là aujourd'hui, il fait la très bonne course, il rate une balle. De toute manière, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a eu que 2 20 sur 20. Hein. Il y a Iden Salou et je ne sais plus qui d'autre a fait 20 sur 20. Donc c'était très compliqué à réaliser. Il fait une belle épreuve, ça se joue sur les dernières balles. La différence à Éric Perrault par rapport à Perrault, c'est que lui, il est informé des temps. Eric, il n'était pas informé, il courait un peu à l'aveugle. Giacomel, il est informé des temps. Ça a dû jouer sur les dernières balles. Forcément, ça a dû jouer sur les dernières balles du côté de Giacomel. Où il y a un moment, il s'est dit, ah ouais, je peux être champion du monde. Et les petites pensées parasites
sur les dernières balles, elles ont dû arriver. Mais Giacomel, on sait que c'est la même génération qu'Eric Perrault. Les deux sont arrivés. Giacomel est arrivé un petit peu plus tard sur le circuit, mais ils sont de la même génération. C'est pour d'où là, ils sont quand même salués à l'arrivée. Il y avait une accolade chaleureuse à l'arrivée parce que les deux se connaissent. Et oui, Giacomel, il peut être très fier de sa course. Et puis à un an des Jeux Olympiques, un peu moins d'un an même des Jeux Olympiques, ça va faire du bien à la sélection italienne de se dire qu'il y en a un qui est capable de jouer les coups et de jouer des médailles. Parce que c'est vrai qu'en début de saison et quand on est arrivé en Tols, j'étais assez inquiet de la situation des Italiens et bon, ils ont bien réussi à rectifier le tir. On verra ensuite Vitozzi l'an prochain et Vireur l'an prochain. Mais il y aura au moins Giacomel qui sera en capacité de faire des trucs. Et puis on voit Carrara, on voit notamment qui a été rapide sur les skis, il lui en manque encore sur le tir. Mais là aussi, c'est peut-être une fille qui va réussir à tout mettre, à mettre tous les éléments les uns avec les autres. Quentin Fillon-Maillet. Je pense qu'on a rarement eu un médaillé à 17 sur 20. Alors après, vous regardez les cas hein, quand même. Il y a quasiment 2 minutes avec Eric Perrault, mais les Français étaient au-dessus aujourd'hui en temps de ski. Vraiment. Bon, ensuite, il y a un certain Combaché, je pense à Emilien et Fabien Claude, mais surtout Emilien, je crois qu'il finit 67e aujourd'hui, donc il a vraiment bâché sur la fin, mais les Français avaient des super skis. Et Quentin, il a su très très bien s'en servir. Mais il faut quand même saluer le mental qu'a eu Quentin Fillon-Maillet, parce que il rate 2 balles d'entrée. Alors, il rate 2 balles sur le premier tir. Voilà, tu sais que tu es sur un individuel. 2 balles d'entrée, tu sais que ça te met hyper loin. La force mentale qu'il a eue pour rester dedans, alors qu'il rate aussi un coucher derrière, parce qu'aujourd'hui il fait que 7 sur 10 sur le coucher. Il faut être fort mentalement, quoi. Il faut être solide dans la tête. Il faut vraiment être prêt pour se dire ah, je reste dans ma course, je me remets dedans, quoi. Et non, j'étais impressionné de ça. Du côté de Quentin Fillon-Maillet, cette capacité à rester dans sa course, parce qu'on voit Emilien Jacquelin par exemple, il bâche direct quasiment. Enfin, après le premier tir, voilà, il a complètement abandonné, il a craqué dans la tête. Et là, Quentin Fillon-Maillet, lui, il est resté concentré. Il n'a pas craqué, il y est allé jusqu'au bout. Bah, chapeau. Souvent, j'ai dit, Quentin Fillon-Maillet, c'est pas un leader, c'est pas un taulier, c'est pas... Voilà, je l'ai même répété il y a encore quelques jours. Mais là, il a montré que c'était un winner. C'était un champion, Quentin Fillon-Maillet. Parce que quand tu auras 2 premières balles sur un individuel, tu sais en plus que le lendemain, tu vas faire le relais mixte, parce qu'il était prévu depuis très longtemps sur ce relais mixte simple. Moi, j'aurais compris qu'il bâche. Vraiment. Je lui en aurais pas tenu rigueur, qu'il bâche derrière et qui se repose pour le relais de demain. Il bâche pas. Le mec, il reste dans sa course, il reste dans le tir. Là, il a eu une réaction de champion. Là, il a eu un caractère de champion. Et non, chapeau. Chapeau, et ça fait encore une médaille pour Quentin Fillon-Maillet. C'est vrai qu'on parlait hier du palmarès de Julia Simon, du côté des championnats du monde, qui est l'un des plus beaux actuellement, hommes-femmes confondus. Quentin Fillon-Maillet, c'est pas mal aussi, hein, au niveau titre. Donc non, vraiment bien du côté de Quentin Fillon-Maillet, donc bravo. Bravo à lui. 4, Idan Salo. Bah, il fait 20 sur 20 aujourd'hui. Il y en a eu tellement peu des 20 sur 20 que bah, tu faisais 19, tu étais déjà extrêmement bien classé. C'est pas le plus rapide sur les skis, bon, ça c'est clair et net. Il lui manque une quinzaine de secondes hein, pour aller chercher Quentin Fillon-Maillet. Il aurait fallu que Quentin fasse une 4e faute. Mais non, il peut être content de sa course et puis on voit la Finlande. Hein. Et pourtant, il n'y a pas forcément Tero Seppala qui est hyper performant, mais ça revient. On a eu Makarainen, par exemple. On a une équipe chez les garçons avec Seppala, avec Otto Ivenus, où ça progresse. On sent que ça progresse. On a bien entendu Suvi Minkinen chez les filles. Ça commence à redémarrer. Hein, le biathlon finlandais.
Donc ça fait plaisir. Eden Salo. Je sais pas quel âge il a, Eden Salo. Parce que j'ai l'impression qu'il est jeune, moi. En plus, c'est peut-être un mec d'avenir. Je vérifie. Non, 91, pas du tout. Ouais, parce que ça, bah, pourtant 218 départs en Coupe du Monde. Mais ces derniers temps, ouais, pourtant il a fait en Tols. Il a fait en Tols, mais il a fait aussi l'IBU Cup. Mais les dernières années, il est un championnat du monde, mais il m'avait pas marqué plus que ça sur les dernières années. Et non, il a été très solide. Et puis c'était même pas un mec qui avait forcément d'énormes résultats. Voilà, sur certaines compétitions. Mais non, impressionnant aujourd'hui, Eden Salo, donc bien. Bien, et à cet âge-là, parce que 91, ça lui fait 34. Ouais, 34 ans. Bon, bah, il sait que c'est peut-être quelque chose qui se reproduira plus. Donc forcément, ça doit lui faire plaisir. Mais t'as Sepala, t'as Auto et Vénus. C'est quand même une équipe qui commence à avoir un peu plus de gueule que ce qui pouvait être le cas il y a encore quelques années. Hardweg, moi je pense que les Suisses ils doivent pas avoir de tristesse. Alors oui, il n'y a pas de médaille pour le moment, on verra demain et on verra samedi et dimanche. Mais je pense qu'ils peuvent pas être tristes. Ils ont fait des belles courses. Il y a toujours un mec qui a été cérémonie des fleurs ou une fille qui a été cérémonie des fleurs très régulièrement. Oui, il manque la médaille, mais pour moi, ils n'ont pas à être frustrés de ces championnats. Ils peuvent être frustrés, pardon, mais ils peuvent pas être déçus. Ils peuvent pas être déçus parce que ils ont fait leur course. On les attendait pas forcément au titre, hein, les Suisses, mais ils ont chopé les médailles, enfin les cérémonies des fleurs. Bon, bien entendu, on est au championnat du monde. Ce qu'on veut, c'est la médaille. Mais là, Hardweg, il rate une balle sur la fin avec la pression à domicile, c'est pas évident. Bon, voilà, c'est sûr que s'il met la balle au fond, il est sur le podium aujourd'hui devant Quentin Fillon-Maillet. Bon, voilà, ça joue à pas grand chose, mais il peut être satisfait de sa course. Aujourd'hui, 18 sur 20, c'était déjà un beau score, donc non. Et puis, c'est presque leur meilleur résultat parfois en carrière. Donc, je pense qu'ils peuvent pas être déçus vraiment de ce qu'ils ont fait sur ces championnats du monde. Jakob Fak, 19 sur 20, toujours là Jakob Fak, lui qui avait été champion du monde. Ça remonte, hein, c'était il y a plus de 10 ans. Toujours là l'ancien et toujours aussi solide de tir. Et quand c'est des conditions qui ne sont pas évidentes, il arrive à s'en sortir. Lui aussi il rate une balle sur le premier tiers. Derrière il fait un 15 sur 15, donc bravo. Et puis Philippe Horn, 18 sur 20. Ouais, c'est le meilleur Allemand du jour. Lui, il fait pas de mauvaise course. C'est les autres qui se sont un peu plantés du côté des Allemands encore. Compliqué ces championnats du monde chez les garçons. Je m'attendais un petit peu mieux du côté des garçons. Les filles, elles s'en sortent plutôt bien, sauf Grossian, je dirais. Mais pour les garçons, c'est un peu dur. Philippe Horn, 18 sur 20. Bon, il y a Romain de 7ème place devant Krachmar. Là aussi, 18 sur 20. Et on est déjà à plus de 3 minutes. Et on se retrouve à voir Stromsheim et Tarjebø. Il y a un moment, j'ai même cru qu'il n'y en aurait aucun dans le top 10 des Norvégiens. Là, les temps de ski n'étaient pas bons aujourd'hui. C'est rare que les... Je me disais ça dans la tête pendant que je regardais le Tour de l'Algarve en cyclisme. Je me disais, c'est rare quand même quand les techniciens norvégiens se plantent. On a eu des plantades chez les Français, on a des plantades des fois du côté de l'Allemagne, du côté de la Suède. Mais là, une plantade du côté des techniciens norvégiens, parce que là, ils ont tous eu des temps de ski foireux. Je crois que ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. J'ai même pas souvenir d'avoir une plantade comme ça, quoi. Parce que là, ça a été une hécatombe. Alors, à la fois sur les skis, le tir n'était pas performant. Bon, ensuite, ils ont tous bâché, hein, quasiment, à part même Stromsheim et Tarjebø, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment qu'ils soient donnés à fond sur la fin. Mais ça a été une hécatombe. Ça faisait, je crois, 8 courses d'affilée au championnat du monde qu'il y avait toujours eu un Norvégien sur le podium du côté des garçons. C'est sûr que ces championnats du monde ne seront pas parfaits. Hein, ça, on peut le dire. Du côté des Norvégiens, la NRK va causer. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que même en interne, il y aura des réflexions. Est-ce que c'est le début aussi, avec le départ des frères Beu,
de la fin de cette domination, mais ouais, ça a été dur. Ça a été dur aujourd'hui pour Stromsheim. Moi, je salue quand même encore Tariebeu qui est encore en capacité de se battre. Même quand les conditions c'est difficile, il s'est encore battu derrière sa carabine et il faut le saluer. Et Stromsheim, bah bon, après c'est pas le plus rapide sur les skis, hein, Stromsheim, même s'il n'avait pas fait un mauvais temps de poursuite. Mais là, il n'y avait pas grand chose à faire. Stalder, 19 sur 20, bien pour lui, qui partait avec un petit dossard. Il a fait une belle course devant Johannes Kuhn. Thierry Langer, le deuxième 20 sur 20 de la journée. Par contre, il est nulle part sur les skis, Langer. Depuis janvier, il s'en sort plus du tout sur les skis. Devant des lignes, même Sturla fait 2 erreurs sur un individuel. Voir Sturla la grid au-delà d'un top 10 sur un individuel, c'est pas arrivé souvent. Hein. Alors, il est passé complètement, ils sont passés complètement à côté. Ponsiglioma, 15 sur 20, pas de miracle, hein, au bout d'un moment sur ce type d'épreuve. Johannes Beu, il a pu la. Je me disais ça dans la tête, très clairement, en regardant la course. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour Johannes Beu pour prendre sa retraite. Je pense que vraiment, s'il avait continué l'an prochain, ça aurait peut-être été l'année de trop. Parce que je me dis, c'est pas la première fois qu'on le voit dans cette situation-là. Je trouve que quand tous les éléments sont pas réunis, c'est-à-dire quand il y a de la difficulté, que ça soit la difficulté parce que les skis sont pas performants, parce qu'il y a du vent, parce que il est en bagarre, je trouve qu'il craque maintenant, qu'il lâche, qu'il bâche. Voilà. C'est un truc qu'on voyait pas. Johannes Beu, même avec 2 fautes sur un individuel, il continuait. Là, il a bâché. C'est un truc qu'on voyait il y a très longtemps chez Johannes Beu, mais qu'on voyait plus depuis 2019-2020, quoi. De le voir bâcher autant, je crois qu'il a plus l'envie de se faire mal. Se faire mal derrière, enfin voilà, quand ça se passe pas bien. Voilà. Voir un Johannes Beu complètement lâché, on va dire, au niveau de ses balles, c'est pas habituel. Et je pense que vraiment, il y a un truc comme ça. Je pense qu'il a plus envie de se battre dans certaines conditions. Et c'est pour ça que je pense qu'il arrête au bon moment, parce qu'il aurait fallu repartir sur une préparation. Une préparation pour les Jeux Olympiques, c'est une préparation qui est dure, physiquement, mais mentalement, parce que tu es longtemps loin de tes proches. Et je crois qu'il n'aurait pas bien réussi aux Jeux Olympiques l'an prochain. Vraiment, je pense qu'il arrête vraiment au bon moment. Et on verra même sur les 3 dernières courses comment ça va se passer pour Johannes Beu. Surtout pour les 2 qui ne seront pas en Norvège. Mais ouais, je crois qu'il a plus la faculté à se battre, vraiment, sur les skis. Fabien Claude, ouais, 16 sur 20, il avait bien démarré l'année, Fabien Claude. Et l'année 2025 a été plus compliquée pour lui. Rittmüller, pardon. Rittmüller, derrière, 17 sur 20, Campbell White, bon, qui a un peu arrêté sa période de victoire, mais en même temps, faut encaisser maintenant derrière, c'est pas forcément facile. On voit les Américains qui font un tir groupé quand même, Campbell White, Paul Schomer, Jack Brown, tous dans le top 30, devant Hornig notamment et David Zobel, malgré un 18 sur 20, là aussi, 5 minutes dans la tête, il s'est pris Zobel. Il s'est pris plus de 3 minutes sur les skis, Zobel. Ah ouais, j'avais pas vu ça, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Là c'est vraiment la... Ça a été dur. Et puis vous voyez ensuite, au-delà de la 30e place, vous voyez qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont bâché. Et Uldal, ça a été dur. Swerum, ça a été dur. Vous voyez, Uldal, 15 sur 20. Swerum, 15 sur 20. Il y a quand même une 10 de perdu sur la piste quand même. Samuelson, là aussi, 14 sur 20 aujourd'hui. Ça a été compliqué. Enfin voilà, il y a plus d'un concurrent qui a souffert aujourd'hui sur cette épreuve. Et Emilien, qui finit 67e, vous voyez qu'il a fait 15 sur 20 et ensuite il a perdu 2,50 sur la piste. Je pense qu'on l'a rarement vu aussi loin sur une épreuve type Coupe du Monde et Championnat du Monde, Emilien Jacquelin. Les temps de ski, on les regarde rapidement parce que c'est pas des indications très intéressantes foncièrement aujourd'hui. Éric Perrault, vainqueur et meilleur temps de ski. Ce qui est fort du côté d'Éric Perrault, c'est que c'est pas le meilleur temps que sur un tour. Il est dans le top 3. Au pire, il a perdu 1 seconde au tour. Donc c'est quand même impressionnant. Giacomel, qui a un peu craqué sur la fin.
Hein, les 2 derniers tours ont été plus compliqués pour Jacomel. 15 secondes 6 de perdu sur le dernier tour, 25 secondes 9. Alors que sur les 3 premiers, l'écart était en dessous de 10 secondes ou moins. Donc une perte de temps importante sur la fin. Voilà, c'est ce qui fait aussi la différence par rapport à Eric. Et puis Quentin, deuxième temps de ski, donc on avait des fusées et avec des temps de tir aussi. Vous savez, je regardais Eric Perrault 15e temps. Et au final, c'est pas forcément sur les couchés qui perd le plus, alors que pourtant la première balle mettait du temps à sortir. Et Quentin, là aussi, c'est sorti vite au niveau des balles. Hein. Donc 2 tirs très... À part la première balle qui a mis du temps à sortir, où le premier tir a été compliqué, où il perd 13 secondes, mais ensuite ça veut dire qu'il n'a perdu que 8 secondes ensuite sur le reste. Donc il a été très efficace, Quentin Fillon-Maillet. Iden Salo, 11e temps de tir, sur les skis plus compliqués, mais on voit qu'il finit bien. Hein. Le dernier tour est bon pour Eden Salo. Donc c'est-à-dire qu'il a bien géré son affaire. Et puis Niklas Hartweg, 8e temps de ski, bien pour le Suisse. Bon, ensuite on va Stromsheim, 36e. Hein. Donc là c'était... Voilà. Ils ont tous galéré sur les skis. Le mieux je crois que c'est Tarlier. Hein. 17e, on verra Johannes. Langer, je disais sur les skis en ce moment c'est très compliqué pour tirer Langer, 4-12 dans la vue quand même, hein. Seulement 57e, c'est dommage. Ça fait quand même encore un top 15 pour les Belges, mais c'est dommage parce que avec la forme qu'il avait en début de saison, ça faisait cérémonie des fleurs, tirer Langer. Sturla, 29e temps de ski. Pontsilioma, 3e. On a même collé quand même 22 secondes à Pontsilioma. Hein. Alors il en perd 10 dans le dernier tour, mais sur les tours d'avant, il en perd aussi par rapport à nous Français. Et Johannes, ouais, 4e temps de ski. Pourtant, il ne relâche pas, hein, mais seulement 4e temps de ski aujourd'hui. Alors, il a tiré super vite, hein, les 2 debout. Il nous a fait Lucky Luke. Fabien Claude, 7e temps de ski, donc c'est frustrant parce qu'il y a de la vitesse sur les skis, mais ça ne voulait pas. Et puis bon, Emilien, on ne va pas regarder parce que forcément, il a bâché. Hein. On regarde la liste de départ. Du relais mixte de demain, la liste de départ provisoire, il y aura du beau monde. Il y aura un Quentin Fillon-Maillet, Julia Simon. On sait que Julia est en forme, ça c'est clair et net. Surtout qu'elle a bien récupéré de sa chute. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé hier, mais il y avait eu quand même la chute aussi dans les galères sur cette saison. La chute au championnat du monde. Quentin, c'est un format qui lui réussit bien. Alors certes, j'ai vu sur Twitter certains dire oui, mais avec son coucher qui est compliqué. Ouais, mais c'est un format où il a toujours été performant. Et puis on voit que sur les relais, les différents relais de Coupe du Monde, il n'a pas été mis en difficulté. Preuss, Strello. Alors c'est dommage parce qu'il y a Preuss qui est rapide, mais Strello, j'ai peur qu'il perde un petit peu de temps. Mais on a là au moins la fiabilité au tir. Minkinen, c'est pas là. Là, la Finlande, il va falloir les attendre parce qu'ils savent qu'ils ont une possibilité de victoire. La Suède, Alvarsson, Samuelsson. Alors, il faudra voir comment on a récupéré de sa 2e place, Alvarsson. Samuelsson, aujourd'hui, ça a été dur. Donc, il a peut-être eu le temps de récupérer. Hauser Eder pour l'Autriche, c'est habituel. La Suisse, Bazerga, Hartweg. Ça va être intéressant. Moi, j'aurais peut-être mis plutôt les Nike grosses que Bazerga. Mais bon... c'est des choix qui ont été faits. Repic, Fak, sur la Slovénie, ça peut être pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes où on ne peut pas normalement aligner des aussi grosses formations tout le temps, parce qu'il y a à la fois le relais mixte simple et le relais mixte classique sur les week-ends de Coupe du Monde. Là, on peut mettre vraiment des grosses équipes. Donc c'est vrai que la Slovénie, Fak n'est pas le plus rapide, mais Repic est assez intéressante, il faudra voir comment ça tient. La Norvège, Fernsteinwijk Bö, en même temps, Tendrevold est nulle part, Knoten est nulle part, mais on n'a pas mis l'autre norvégienne, j'ai oublié son nom, ça va me revenir peut-être, mais Kirkeide, voilà, mais on n'a pas mis Kirkeide, on a mis Fernsteinwijk. Bon, c'est un choix, moi j'aurais plutôt mis Kirkeide avec Johannes Bö. C'est quand même pas assuré, déjà parce que Johannes Bö, s'il est loin, est-ce qu'il va pas encore bâcher comme aujourd'hui? Ça, c'est quand même une grande question. Et puis, dans les autres nations, tac, je regarde. Viror, Giacomel pour l'Italie, mais qui partira à Dossard 17 parce qu'ils sont quand même bien ratés cette saison sur les différents relais. Et puis la Belgique, Lotelli, Florent Claude, parce qu'ils sont Dossard que 21, parce que souvent, ils peuvent envoyer qu'une seule équipe. Là aussi, et puis il y aura beaucoup d'équipes au départ, hein. Ils seront, il y aura le Groenland notamment,
qui sera là avec les deux frères et sœurs Sled et Mark. La Grande-Bretagne sera là aussi, l'Australie avec Morton, qu'on a vu au championnat d'Europe, je crois. Donc là, il y aura pas mal de nations au départ sur ce relais mixte simple. Demain, à partir de 16h, donc nous on fera le débrief à peu près à la même heure, certainement, du côté de ce relais mixte simple. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.